Philosophe et essayiste, Laurence de Villers interroge notre incapacité contemporaine à accueillir la beauté, le mystère et la lumière du monde. Avec la notion de splendeur, elle nous invite alors à réapprendre l'attention, la liberté et le respect, autrement dit, à rouvrir les yeux. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Laurence de Villers. Pour la première question, qui êtes-vous ? C'est une question difficile et en même temps, je me dis, la philosophie ne cesse de la poser. Qui suis-je ? Le programme que Socrate, donc le fondateur, le père de la philosophie, donne à la philosophie, c'est « connais-toi toi-même ». Et je trouve que quand on pose la question « qui suis-je », c'est à la fois rare, c'est rare dans la vie qu'on se demande ça, et c'est extrêmement difficile de répondre. Donc je crois que je répondrai quand même philosophe parce que c'est vrai et parce que c'est quelque chose à quoi je tiens. Donc je crois qu'on se définit par ce à quoi on tient. Mais dans la suite de notre conversation, on va parler de mon livre « La splendeur du monde », je crois. Et je dis, parce que ça c'est aussi une conviction, je dis que je suis tout ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas encore vu. Parce que je crois que ce qui n'est pas encore là, qui n'existe pas encore, a pourtant un type d'existence, un mode d'existence. Donc oui, je suis tout ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas encore vu. Comment définiriez-vous la beauté ? Alors je vais vous répondre par le mot que j'ai essayé de mettre en avant pour compléter la définition de la beauté. Donc le mot, c'est splendeur. La beauté, moi j'ai été énormément marquée par le philosophe Emmanuel Kant, qui a tenté de répondre à la question que vous me posez. Donc on est au XVIIIe siècle en Allemagne. Et il va avoir cette affirmation que je vais essayer d'expliquer parce que je crois qu'elle est vraie. Le beau est ce qui plaît sans concept. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que la beauté procure un plaisir. Mais elle ne se réduit pas à ce plaisir. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver beau quelque chose qui nous plaît pas. Moi, ça m'arrive et je cultive même, notamment les tableaux qui ne me plaisent pas, mais où je vois de la beauté. Mais ils continuent à ne pas me plaire. Donc la beauté, elle procure un plaisir et un plaisir particulier, qui n'est pas l'équivalent de boire un bon vin ou de bien manger. Voilà, c'est un plaisir qui est lié à la beauté, qui est particulier. Et pourquoi Kant ajoute la beauté est ce qui plaît universellement, dit-il, en plus partout dans le monde, on reconnaît que, on s'entend sur le fait de reconnaître qu'il y a de la beauté dans telle ou telle chose, mais sans concept. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette de la beauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire exprès de faire beau. Alors vous allez me dire, bah si, c'est quand même ce que font les artistes. Oui et non. Oui, parce que effectivement que les artistes, et encore c'est à démontrer, cherchent à créer du beau. En tout cas, ils cherchent à nous procurer quelque chose d'un peu particulier, un mode d'existence un peu particulier. Ils cherchent à le faire et en même temps, ils obéissent pas à une recette et ils peuvent pas nous la donner. Et je dirais même que parfois, et c'est à parler avec des artistes, on le sait, ou ceux qui nous ont laissé de leur mémoire, on a l'impression qu'ils obéissent à quelque chose qui leur est dicté. Il faut absolument qu'ils mettent ces couleurs ensemble, ces notes ensemble, ces mots ensemble. Donc, il n'y a pas de recette de la beauté, et je dirais tant mieux, parce que c'est ce qui permet aussi à la beauté d'échapper à la marchandisation et à sa reproduction infinie, même si de nos jours on peut multiplier les posters de la Joconde. Mais comment Léonard de Vinci a fait pour faire quelque chose comme la Joconde, pas seulement le refaire, mais cette idée de la Joconde, bah, c'est un des plus grands mystères de la peinture, on ne le sait pas. Donc, pour aller encore plus vite, je vous dirais que dans la beauté, si je devais le définir, c'est qu'il y a un mystère et qu'il ne faut pas le percer. Il ne s'agit pas d'aller mettre fin au mystère de la Joconde, par exemple. Je crois que le plaisir face au beau tient au fait qu'on sait qu'on est face à un mystère et que c'est tant mieux et qu'on ne va pas élucider ce mystère et dire voilà, il y a une formule ou il y a un objet ou il y a une marchandise qui s'appelle la Joconde. Non, c'est ce mystère de la beauté. Alors j'ai donné l'exemple de la peinture, de la Joconde, mais c'est le mystère aussi de ce paysage. Il est beau avec un mystère absolu en fait. Il ne faut pas chercher à aller de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est comme ça, il y a un mystère de la beauté. Alors, en toute modestie,
j'ai voulu ajouter une catégorie. Alors si on reste avec Kant, parce que je pense que c'est toujours bien de rester un petit moment avec lui quand même, c'est pas le moins doué de tous les philosophes. Donc il y a la beauté qu'on vient de définir, et puis en face, il met le sublime. Alors le sublime, c'est une catégorie qui a une longue histoire, mais Kant montre que c'est presque pas beau. C'est à la fois trop beau pour être une beauté comme les autres. Donc c'est beau au point de nous écraser, de nous submerger de beauté, de nous saturer de beauté. Ou alors c'est franchement plus effrayant que beau d'une certaine façon. Une tempête en mer, la montagne, les hauts sommets. C'est beau, mais ça nous subjugue en nous effrayant un peu, voire en nous écrasant. Donc il y a ces deux catégories de la beauté qui nous comble d'une certaine façon, qui est même au-delà de nous combler, puisqu'on ne peut pas expliquer pourquoi ça nous comble, et le sublime qui est un peu écrasant, voire beaucoup, qui écrase et qui est, on est un peu sans voix. Il y a quelque chose de spectaculaire dans le sublime. Et moi, je pense modestement qu'il y a une troisième catégorie que j'ai appelée la splendeur. Alors, splendeur, ça vient de splendor, qui veut dire allumer, briller. Et oui, la splendeur, c'est ni la beauté, parce que elle n'est pas cataloguée. La beauté, voilà, il y a des musées de la beauté. La splendeur, on peut passer à côté. Ça peut être tellement modeste ou tellement inattendu qu'on peut passer à côté. Et ça n'a pas le côté sublime, spectaculaire, un peu effrayant. Ça peut être, incognito, ça peut être un détail, ça peut être une composition, ça peut être un jeu de lumière. Et comme je suis sur la lumière, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'une splendeur dans le monde, c'est comme quelque chose qui s'allume. Il y a tout d'un coup une lumière et qui allume une lumière en nous aussi, hein, c'est la rencontre des 2. Et il se trouve que Platon a employé le mot ekphanestatone en grec. Ekphanestatone, c'est pour définir la beauté, c'est ce qui a le plus d'éclat. Donc ça m'intéresse d'avoir Platon dans la généalogie de ce que je dis. Et ça va donner, si vous voulez, ça va donner la claritas en latin et toute cette esthétique de la lumière, Dieu comme lumière, les vitraux dans une église. Ça participe, alors c'est une christianisation bien sûr de Platon, mais ça participe de cette idée que la beauté, c'est une lumière. Donc, que d'une certaine façon, c'est à la fois invisible, parce que la lumière, c'est ce qui rend visible, mais elle-même, on la voit pas. Et ce qui est à la fois invisible et immatériel. Donc, il y a quelque chose dans la beauté, oui, on rejoint le mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose d'invisible qui se rend quand même visible, mais on ne sait pas quoi exactement. Et ben, je trouve que dans la splendeur, à la fois artistique et naturelle, il y a quelque chose qui se fait voir, qui fait qu'on dit: «Oh mais c'est splendide, c'est une splendeur». Mais quoi exactement? Eh ben, je vais pas vous répondre parce qu'il faut maintenir ce mystère. Et donc, qu'apporte dans nos vies l'expérience de la splendeur? Bah, ça procure du plaisir. Enfin, j'ai essayé de l'analyser au plus près, c'est ce moment, encore une fois, hein, soit en écoutant une musique, soit, en voyant un tableau, soit en voyant un paysage, la mer, un arbre, un animal. Et j'ai même ajouté, parce que je ne fais aucune distinction, je trouve que notre époque veut séparer les choses, les compartimenter, alors que les choses ne se compartimentent pas. Même les paroles de quelqu'un, ça peut être une splendeur, un geste, une action morale, une bonne action, la bonté, la gentillesse, c'est une splendeur du monde. C'est même ajouter de la splendeur dans le monde. Et ça procure ce moment où on fait. Alors, c'est pas tant le hoquet d'émerveillement, mais c'est plutôt ce moment où on a l'impression que quelque chose en nous s'élargit, pas forcément se grandit, on va pas forcément vers les hauteurs, mais il y a quelque chose en nous qui prend une expansion, il y a une forme de dilatation, et on comprend à quel point on vivait de manière étouffée, serrée, contractée. On a l'impression qu'un étau se dessert. Et je pense que la beauté, à chaque fois, nous apporte la conviction qu'on a une manière plus large de vivre. Je crois que c'est ça que ça nous procure. Donc oui, d'une certaine façon, c'est une transcendance, il faut employer un grand mot. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on voit qui est plus que ce qu'on attendait de voir, qui est plus même que ce qu'on peut voir. Donc il y a à la fois un comblement sensoriel, hein, un plaisir, et en même temps bien au-delà de ce qui était espéré. C'est pour ça que je fais de la beauté ou de la splendeur une expérience totale, c'est-à-dire que ça touche l'esprit, l'intellect, le corps, la chair, les sens et tous les sens.
Moi, je parle beaucoup de la vue, je dis voir, mais si vous voulez, je dis voir par commodité, mais c'est comme, je sais pas vous, mais moi, il y a des musiques qui m'apportent une odeur. Il y a des tableaux qui me font entendre un son. Il y a des textes, et même des textes de philosophie, qui ont une couleur pour moi. Nietzsche, c'est du violet. Voilà, je vais pas vous le dire pourquoi, mais voilà. Donc, je pense que la splendeur, la beauté, ça procure ce chavirement de tous les sens qui sont comblés, donc satisfaits, et en même temps, ils sont au-delà de la satisfaction. On est comblé en étant au-delà de nos attentes. C'est ça, je crois, le phénomène très particulier de la beauté. Et alors, qu'est-ce qui aujourd'hui nous empêche de voir la beauté? Pourquoi est-ce qu'on ne sait plus voir la splendeur du monde? Alors ça peut paraître curieux parce que voir, voilà, on ouvre les yeux, on voit. Mais je fais une distinction entre regarder et voir. Je pense que de nos jours, on regarde beaucoup et on voit pas. Bah, vous allez me dire quand même, c'est la même chose. Bah non, je crois que regarder, c'est regarder pour trouver ce qu'on veut y trouver. Donc regarder, c'est un regard intéressé. Je veux, d'une certaine façon, en avoir pour mon argent. C'est regarder comme vérifier. Je veux qu'il y ait absolument pas de mystère en face, mais qu'il y ait la réponse à ce pourquoi je regarde. Donc le regard, il s'attend à trouver ce qu'il veut regarder. Voir, c'est plutôt de l'ordre de l'apparition. Voir, c'est tout d'un coup, il m'est donné de voir. Il y a un don. Il m'est donné de voir et c'était peut-être pas attendu, je m'attendais pas à le voir comme ça et surtout, je dois accepter de laisser la place à ce voir. Pas à moi qui vois, mais à ce qui apparaît, ce qui veut. C'est Bachelard qui disait ça, c'est que le monde veut être vu. Et oui, je crois. Et je crois qu'on sait pas le voir. Le monde veut être vu. C'est pas de l'anthropomorphisation et même si c'en est, c'est pas grave. Je crois qu'il y a des arbres qui veulent être vus, il y a des mers qui veulent être vues, donc faut leur laisser la place. Alors que regarder, ce qui m'intéresse, c'est moi. C'est est-ce que je vais bien voir ce que je veux voir. Vous voyez, regarder, c'est ça. Alors que voir, c'est laisse la place à ce qui doit être vu. Douaneau le disait. Il disait qu'en fait, voir, c'est pas regarder. Voir, c'est désobéir. Alors que regarder, c'est toujours suivre le programme. C'est dites-moi ce qu'il y a à voir. Vous voyez, c'est ça, regarder. Voir, c'était pas au programme et voilà. Il y a cette lumière sur la mer, ce ciel gris qui est assez touchant. Ce ciel gris sur le toit rouge de mon immeuble. Ça veut être vu, mais parfois je veux pas le voir. Donc, pour moi, il faut désapprendre à regarder pour voir. Mais donc, comment faire pour voir la splendeur du monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple en fait, mais comme toutes les choses simples, ça demande un tel exercice. Faut rien faire. Faut ne rien faire. Voir, c'est laisse les choses être en face de toi et vois-les. Laisse-les vouloir être vues, donc ne fais rien. Ne fais rien que voir. Alors effectivement, faut avoir quand même les yeux grands ouverts, hein. Donc il faut se dire que le monde vaut la peine d'être vu. Je crois que la seule condition, si vous m'en demandez, c'est le monde vaut la peine d'être vu. Et comme moi, je veux développer une beauté silencieuse, un peu incognito, la splendeur, il vaut la peine d'être vu. À n'importe quel moment, je vous dis, ce ciel gris, il a quelque chose de touchant qui lutte un peu contre le rouge de mon toit, qui aimerait apporter un peu de la joie. Bah voilà, moi, ça suffit à mon bonheur, hein. J'essaie chaque jour qu'il y ait une splendeur que j'ai vue, qui voulait être vue et qui suffise à mon bonheur. Donc, ne rien faire que voir, mais voir, ça veut dire non pas tant ralentir, puisque parfois dans la vitesse, il y a des choses super belles. Moi, j'aime bien dans le TGV prendre des photos de vitesse parce que le paysage est comme on a l'impression que c'est un artiste qui a peint quelque chose, il a projeté sur la toile. Donc, c'est pas la vitesse ou la lenteur le problème. On croit que c'est l'accélération. Notre problème, c'est pas vrai. C'est l'attention. Je prête pas attention. Je vis pas ce que je vis. Donc, c'est pour ça que je vois pas. Ce qui n'est pas vu n'est pas vécu, ce qui n'est pas vécu n'est pas vu. Donc, aller dans une expo et prendre en photo avant de voir, par exemple, bah ça, c'est pas voir. Donc, il faut le vivre, il faut accueillir, en fait, ce qui peut être là, et il faut le vivre. Donc, ne rien faire, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois, c'est de pas avoir peur d'être libre. Alors, vous allez me dire, bah non, on adore être libre. Bah non, je crois qu'on a peur de ce qui requiert notre liberté. On n'aime pas du tout être libre. On veut des programmes, on veut qu'on nous dise ce qu'il y a à voir, on veut un guide, on veut des guides, on veut une histoire, on veut. Alors que non, faut être libre, c'est-à-dire
libre de laisser ce qui apparaît faire son effet. Qu'est-ce que ça fait ce toit rouge? Qu'est-ce que ça fait la Joconde? Qu'est-ce que ça me fait? Et apprendre à être libre de voir, ça ne veut pas dire forcément dire j'aime, j'aime pas, ça c'est déjà plus tellement être libre en fait de juger. Mais laisser ce qui advient, moi je vous disais, Nietzsche pour moi c'est violet. Bah, le laisser parler et voir ce que ça me fait ces mots, pas immédiatement me dire est-ce que je comprends, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a. Écoutez la musique de la philo. Je vous dis la philo parce que c'est un exemple extrême hein, comme beauté, mais écoutez sa musique. Donc être libre en laissant l'autre être libre. Hein. On n'est jamais aussi libre que quand on laisse les choses être libres. C'est Peggy qui disait, on lui demandait qu'est-ce qu'il faut pour comprendre Homère, pour lire Homère. Et il dit rien. Et c'est vrai, rien. Faut rien mettre entre Homère et soi. Mais je crois que la beauté, faut rien mettre, rien, entre soi et la beauté. Donc, voilà, qu'est-ce que ça me fait? Puis y mettre des mots. Je pense qu'il faut raconter ces rencontres avec la beauté. Dans votre livre, il y a cette citation « L'écologie sera esthétique ou ne sera pas ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais faire une toute petite parenthèse si vous permettez. Moi, je parle du monde et pas de la planète. Pourquoi? Parce que le monde englobe la planète pour moi. Le monde, c'est tous les objets naturels, artificiels. Dans le monde, il y a la Joconde, il y a mon chat, il y a vous, il y a moi, il y a les morts et les vivants. J'insiste beaucoup sur les morts. Je trouve qu'une des plus belles choses qui est dans ce monde, ce sont les monuments aux morts. Curieusement, j'ai beaucoup de photos de monuments aux morts parce que dans un village, c'est la première chose que je vais voir. Je trouve que ces morts qui soient là, présents dans notre monde, c'est ça le monde pour moi. C'est tous les morts, tous les vivants, nos objets technologiques aussi. C'est ça le monde. Donc, je parle du monde dans lequel il y a la planète, mais dans le monde, il y a pas que les vivants. Il y a des choses, et il y a des tableaux, et il y a des mots, il y a des écritures, il y a des vivants, bien sûr, il y a vous et moi, il y a des animaux, il y a des végétaux, et il y a aussi les morts. Donc, je crois que voir, c'est déjà faire de l'écologie. Si je suis capable de voir, je donne cet exemple d'ailleurs, que la pelouse au jardin du Luxembourg, bah, c'est ça, j'en suis le gardien. Je suis dépositaire de sa beauté, donc j'en suis le gardien. Ça me paraît déjà faire de l'écologie. Et j'ai forgé ce mot, estécologie, pour montrer que je pense que l'accès à l'écologie se fait par la beauté, par l'esthétique, par la beauté du monde. Ce qui fait que, pour moi, c'est un contresens majeur que des militants écologistes aient pu vandaliser des tableaux, les tournesols de Van Gogh, pour nous dire c'est pas ça l'essentiel, ce sont les tournesols dans les champs l'essentiel. Ben non, parce que à mon sens, si on n'est pas capable déjà de voir les tournesols de Van Gogh, on verra pas ceux de la nature. Et voir ceux de la nature nous font encore mieux voir ceux de Van Gogh. Et plus encore, je trouve que l'attitude que nous adoptons dans les musées, et j'espère qu'on continuera à l'adopter, de chuchoter, de garder nos distances. Et, Walter Benjamin, le philosophe, disait qu'est-ce que c'est que l'art? C'est ce qui demande 2 mètres de distance. Bah ouais, c'est important. On touche pas les tableaux. On est à distance respectueuse. Donc je pense que l'attitude qu'on a dans les musées, on sait que quand on franchit le seuil du musée, moi j'aime beaucoup l'éthique des seuils. Ne pas se comporter de la même manière partout. C'est une morale, c'est une éthique. Et ben quand on franchit le seuil du musée, on sait qu'on va pas avoir la même attitude que dans la rue. Donc on va se tenir à distance, on va chuchoter, on va voir, on va respecter ce qu'on voit. Mais je pense que c'est ça l'attitude écologique. Donc pour moi, ce va-et-vient entre l'esthétique et l'écologie, la beauté du monde et le respect du monde, de la nature, c'est une même ligne, c'est une même attitude. Donc je pense qu'on devrait davantage mettre en avant la beauté pour parler d'écologie. Je vous dis juste parce que c'est un de mes combats, les baleines, j'ai encore du mal à comprendre et pourtant ce sont des pays que j'adore vraiment, qui chassent encore la baleine. Si on essaie d'éduquer à voir la beauté de cet animal qui vient de la nuit des temps, je pense qu'on deviendra tous militants pour faire en sorte qu'on arrête la chasse à la baleine. Éduquer à la beauté, c'est éduquer au respect et éduquer au respect, c'est éduquer au sens de la responsabilité que nous avons chacun. Moi, je crois que toute responsabilité est d'abord individuelle et pas collective. La responsabilité que nous avons chacun envers les baleines et toutes les autres splendeurs du monde. Est-ce que pour vous, la beauté peut nous aider à transformer le monde?
Est-ce que même c'est un acte de résistance qui nous permet donc de résister contre ce que la société nous impose, tel que l'individualisme, le consumérisme, etc. C'est la plus grande résistance pour moi. Je vous citais Douaneau, quand je vous disais ne rien mettre entre nous et les splendeurs, paradoxalement, je crois que la photographie, c'est essayer de photographier les choses ou les êtres comme si j'étais pas là en train de les regarder. Et je trouve qu'il y a un défi dans la photographie, ça m'émerveille, hein, la photographie d'art, qui est d'essayer de capter la chose en soi. Moi, je crois pas du tout à l'idée que les choses ne sont belles que parce qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Non, elles sont belles même si je les regarde pas. La Joconde, elle reste belle même sans moi. C'est ça, je crois, la beauté. Encore une fois, il y a de l'humilité. Ça n'a pas besoin de moi pour être beau. Et je vous citais donc Douaneau, le photographe, qui dit voir, c'est désobéir. Et pour moi, c'est ça. Être capable de voir la beauté, les splendeurs du monde, c'est désobéir. Et désobéir, c'est, comme dit Douaneau, hein, une fonction vitale. Et je trouve que nous sommes dans un monde absolument grégaire, où on a de plus en plus peur de la liberté. On suit tout le monde, on ne sait plus penser par nous-mêmes, on a peur de penser par nous-mêmes, on a peur de dire ce que ça nous fait de voir la Joconde, on a peur de la voir sans aucun filtre. Je pense que notre époque a développé une phobie de la liberté. Mais vraiment, pour tout. Et je crois qu'être capable de voir la beauté, c'est réapprendre la liberté. Mais la liberté au sens où ça passe par moi, enfin, appelez-le esprit critique, peu importe le nom qu'on va lui donner, c'est ce qui fait aussi que je combats beaucoup l'usage à tout crin de l'intelligence artificielle. Ce qui compte, c'est pas générer du contenu, ça elle le fait, c'est de penser, de penser. Et qu'est-ce que ça fait de penser? Et même si on se trompe, moi je préfère d'énormes erreurs à un contenu lisse généré par un robot, ça m'intéresse pas. Voilà, moi j'oppose l'intelligence vivante qui n'obéit qu'à une seule chose, c'est la liberté. Donc la critique, la responsabilité, creuser, avoir son idée à soi, à l'intelligence artificielle. Et donc qu'est-ce qui reste de vivant en nous et qui nous rend vivants? C'est d'être capable de voir la beauté du monde et d'un texte de philosophie qui a vraiment été écrit par un auteur et pas généré par de l'IA. C'est un peu polémique, mais bon, j'ai des convictions et ça, c'est une conviction forte. Cultivons le fait d'être vivant. Ça veut dire libre, ça veut dire d'être là quand on vit quelque chose et ça veut dire de vivre les yeux grands ouverts sur les splendeurs du monde. Eh bien, ça va être ma dernière question. Est-ce que vous avez un dernier message pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? 2 petites actions. Une petite, quand vous entrez dans un musée ou que vous êtes face à une splendeur du monde, commencez par la voir avant de prendre la photo. Parce que ce qui sera inoubliable, c'est peut-être pas la photo, mais ce que ça vous a fait. Et je dis ça parce que je m'y oblige aussi, et c'est pas facile. Et la deuxième chose, et il se trouve que j'ai écrit un livre aussi sur la mer et les océans, et faites tout ce qui est possible pour voir la beauté de la mer et des océans et de les protéger. Et je triche, il y a peut-être la troisième action. Dressons des statues au silence dans nos journées, dans nos villes, dans nos vies, parce que ça me paraît une des premières beautés à portée de main. Merci Laurence de Villers pour ce témoignage qui nous rappelle le rôle primordial de la splendeur dans nos vies. Vous dites que cela rend plus heureux, plus vivant et plus respectueux du monde dans lequel nous vivons. De quoi nous donner envie de se remettre à contempler toute la beauté qui nous entoure. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt!